Et début de tournage, sachez-le, Neptune et son lien avec la Révolution française. Et salut la compagnie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir, et j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Cet été, nous avons pu admirer le ciel et en prendre plein les yeux avec une jolie comète, des jolies pluies d'étoiles filantes, sans oublier les astres errants de notre système solaire. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder principalement sur Neptune, car cette planète a un lien très spécial avec les Français. Je savais pas que le dieu romain avait été invoqué par les révolutionnaires. On sait quel est le couillon qu'il a appelé Ouais, ça sent surtout le titre très aguicheur avec une histoire un peu pourrie, non? Alors, bon, laissons le suspense, hein, laissons un suspense digne des meilleurs films. Bref, ne tardons pas, car nous allons vous conter cette merveilleuse histoire de notre univers élégant. Une des rares libertés que tout le monde possède, c'est de regarder notre merveilleux ciel. Par contre, pour l'égalité, on repassera, hein. La pollution lumineuse est un problème pour observer le ciel et on souhaite un bon courage à tous les citadins. Heureusement, certains font preuve de fraternité et organisent des événements pour faire découvrir la magie du cosmos. Avant, nous ne connaissions que 7 astres errants qui ont d'ailleurs donné leur nom aux jours de la semaine, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne et le Soleil. Puis l'époque de Galilée va permettre de faire un bond de géant grâce à la découverte de la lunette astronomique. L'astronomie va prendre vie. Prenons par exemple Saturne, la deuxième plus grosse planète de notre système solaire. Galilée va observer quelque chose de bizarre. Contrairement aux autres astres connus, Saturne ne semble pas vraiment ronde. Aujourd'hui aussi, si vous avez un bon petit appareil photo pourvu d'un zoom, on va dire classique, vous pouvez faire ces clichés que nous avons réalisés nous-mêmes cet été. On peut observer Vénus, bien ronde, Mars, bien ronde aussi. Puis ici, nous avons Jupiter, tout aussi ronde. Et quand on observe Saturne, elle n'est pas vraiment complètement ronde. Au début, Galilée fait l'hypothèse de 2 satellites, comme par exemple notre Lune, qui gravitent autour de la planète Saturne assez proche. Cependant, au fil des observations, cette hypothèse ne semble pas valable. Les 2 satellites ont des mouvements quelque peu... bon, disons un mouvement hasardeux qui ne semble pas logique à première vue. Galilée pensait à des satellites car il a pu observer des satellites autour de Jupiter. Pour la petite anecdote, les 4 plus gros ont été découverts par Galilée lui-même et sont nommés les satellites galiléens. Il y a Io, Europe, Ganymède et Callisto. Ces 4 personnages mythologiques sont les amantes ou amants du dieu romain Jupiter, alias Zeus chez les Grecs. Cependant, Galilée se trompe pour Saturne. Ce ne sont pas 2 grosses lunes, mais des anneaux. En réalité, ce qui a perturbé les observations, ce sont premièrement ces lunettes astronomiques qui n'avaient pas un agrandissement assez suffisant, et l'inclinaison des anneaux que l'on peut observer ou non en fonction de la position de la Terre et de Saturne entre elles, et puis aussi par rapport au Soleil. Tantôt les anneaux disparaissent, tantôt nous pouvons les observer, et bon, les joies de la mécanique orbitale. C'est l'astronome hollandais Christian Huygens qui trouvera ce que l'on appelle aujourd'hui les anneaux de Saturne. Cette planète n'est pas la seule à avoir des anneaux, nous avons aussi Uranus, Jupiter et Neptune. Ces anneaux sont par contre beaucoup moins visibles et ont été découverts que très récemment, par exemple dans les années 70 pour ceux de Jupiter et d'Uranus. Concernant Neptune, ils ont été découverts dans les années 80. C'est en 1984 que l'astronome français Braic formulera en premier une hypothèse concernant un potentiel anneau à Saturne. En effet, des baisses de luminosité étaient constatées sans lien avec un satellite qui passerait devant la planète et qui du coup l'occulterait un petit peu partiellement, voilà. Et il faudra attendre 1989 pour avoir des preuves de l'existence d'anneaux autour de Neptune. En août de cette même année, une sonde humaine, Voyager 2, va survoler Neptune et les images sont sans appel. Il y a plusieurs anneaux autour de la planète. Le plus éloigné est surnommé Adams, mais celui-ci est composé de 3 anneaux plus petits qui sont tressés, torsadés, bref. Ce sont des arcs. Vu que le premier à parler d'anneaux pour Neptune est un Français et que nous sommes en 1989, soit le 200e anniversaire de la Révolution française, les 3 arcs seront nommés Liberté, Égalité et Fraternité. Bon, par contre, en réalité, il y en avait 5, du coup, l'un sera nommé Courage et l'autre Égalité 2. Ça reste intéressant, mais alors ce titre... ah mais j'ai jamais dit le contraire, je plus sois. Par contre, changeons de sujet, je voudrais qu'on continue avec Neptune, car sa découverte est très intéressante, ainsi que celle d'une autre planète, et cela permet de mieux comprendre les 2 solutions qu'on a quand il y a un problème en physique. Pendant longtemps, les trajectoires des astres errants ont été prédites avec précision par la loi universelle de la gravitation de Newton. Cependant, un jour, on va constater que la trajectoire d'Uranus n'est pas correctement prédite par les calculs. Il existe un petit décalage. Nous sommes alors
au 19e siècle. Deux scientifiques vont émettre l'hypothèse de l'existence d'une planète qui graviterait autour du Soleil et pas très loin d'Uranus. En 1846, un astronome français, Urbain Le Terrier, fait tout un tas de calculs en se basant sur la fameuse loi de Newton. Le 23 et 24 septembre, à l'observatoire de Berlin, on pointe les télescopes là où l'a prédit Urbain, et Neptune est observé. Bon, par contre, nous n'allons pas vous cacher qu'un autre mathématicien et astronome, Jean Couch Adams, avait lui aussi fait des calculs, et vu qu'il est anglais, il y a un petit débat franco-anglais sur la paternité de la découverte de Neptune. Mais passons. Le plus important, c'est que pour la première fois, une planète était d'abord prédite par les mathématiques et la physique, puis observée après. Une preuve que les lois de Newton sont bonnes, et que pour expliquer le décalage de trajectoire d'Uranus, il nous manquait une donnée, quelque chose qui existait mais dont nous n'avions pas connaissance. On appelle cela une solution ontologique. Le Verrier ne s'arrête pas en si bon chemin, car on sait que Mercure a aussi un petit problème de trajectoire. Celui-ci est extrêmement minime, mais bon, cela indique qu'il y a quelque chose à découvrir. L'astronome français avait prédit Neptune. Il repart alors faire des calculs pour trouver la planète qui perturbe la trajectoire de Mercure. Cette planète, qui n'a pas encore été trouvée, est même déjà baptisée. Elle s'appellera Vulcain. Il prédit à nouveau l'emplacement de l'astre, mais personne ne l'observe. Que se passe-t-il? Les calculs semblent bons, mais personne ne voit de planète. Beaucoup d'hypothèses seront évoquées, mais rien de vraiment concret n'en sortira. Il faudra attendre 1915 pour avoir la solution. C'est Einstein qui va résoudre le problème. Selon lui, la solution pour comprendre la trajectoire de Mercure n'est pas ontologique, mais législative. Il n'existe pas de planète Vulcain. Ce sont les lois de Newton qui ne sont pas exactes, ne sont pas totalement justes. Quand il va découvrir la relativité, dans les premiers calculs qu'Einstein va faire, c'est celui de la trajectoire de Mercure, et là, miracle, Eureka, la trajectoire de Mercure est parfaitement prédite par cette théorie de la relativité générale. Cette fois-ci, ce n'était pas une donnée qui manquait, mais c'était la loi qui était inexacte. Malgré nos connaissances, de nombreux autres problèmes de physique, de chimie, bref de science n'ont pas encore été résolus. La science, cela prend du temps et la précipitation n'est pas forcément toujours une bonne chose. Aujourd'hui, les théories de la relativité d'Einstein sont le saint graal. De nombreuses découvertes, comme les trous noirs, les ondes gravitationnelles, ont été prédites après étude approfondie des équations de la relativité d'Einstein, et observées bien après leur prédiction, des cas similaires à la découverte de Neptune. Cependant, les lois de la relativité d'Einstein ne sont pas complètement parfaites. Certaines choses restent floues, voire on n'arrive pas à les comprendre. On prédit certaines choses qu'on n'arrive pas à trouver, on peut penser à la matière noire, à l'énergie noire, bref. Ces lois seront peut-être de nouveau contredites pour être améliorées. C'est le propre de la science d'évoluer au fur et à mesure des découvertes, et cela prend du temps. Bref, sur ce message scientifique, merci à vous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, pouce bleu, pouce rouge, commentaire, partage, abonnement, la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, parce que je sais que la semaine dernière, vous n'avez pas eu de vidéos et je m'en excuse, j'ai eu des choses privées qui m'ont un petit peu parasité mon travail et m'ont encore parasité cette semaine, du coup j'ai toujours pas pu sortir l'épisode long. En fait, c'est que j'ai à peine ouvert les livres sur l'épisode long en question, et bref, voilà, passons. En tout cas, moi, j'ai jamais trouvé logique que le phénomène des marées soit provoqué par la Lune. Juste pourquoi? Qu'on me l'explique, parce que on peut peut-être faire un épisode court, ça peut valoir le coup, parce que Neptune, si j'ai bien compris, c'est Poséidon chez les Grecs. C'est le même dieu. Bon, là je sais que le réalisateur, voilà, je le vois faire comme ça de la tête, bon, il doit y avoir des différences, mais bon, c'est le même dieu, c'est Poséidon. Donc le dieu de la mer et des océans. D'où c'est la Lune qui fait les marées, du coup. Si c'est pas le dieu de la mer et des océans, c'est pas logique, bref, je suis révolté, on nous ment, je vous le dis depuis le début. Bref, soyez attentifs, Merci à vous, fin de tournage.